Je m'excuse pour la photo de présentation. Elle date d'il y a 15 ou 20 ans, donc c'est bien moi, mais on essaiera de mettre ça à jour pour une prochaine présentation. Euh, voilà, on a créé une société suite à la création d'une association qui s'appelle CRIMP, qui a plus de 20 ans d'existence maintenant, où on s'occupe d'origami, de pliage avancé et de froissage structuré, donc inspiré de la nature. Victor Cœur-Joly est ici sur le stand aussi avec moi. Il vit en Espagne, maintenant il travaille à Dublin. Il est ingénieur et créateur aussi en origami et il accompagne ses recherches sur le froissage structuré depuis aussi déjà pas mal d'années. On va déballer un certain nombre de choses comme ça. Voilà, on vise actuellement, à partir de ces choses-là, on va présenter, vous pourrez nous rejoindre sur le stand, des projets d'abri, de protection, d'abri de jardin, d'abri pour des gens, avec des matériaux qui sont inspirés de ces formes-là. Donc vous avez quelques propriétés qui défilent ici. Hein. Donc, bon, c'est des formes qui sont réversibles, multiformes, déployables, compressibles, gonflables, élastiques, hydrothermoréactifs. Oui, excusez-moi, ouais. Voilà. Un des... Tiens, regarde, peut-être que tu vas tenir le micro, parce que sinon je ne peux pas prendre les modèles. Oui. Attends, oui, d'accord. Okay. Quand je parle... Alors, non, il y a une... Voilà, ouais. On va commencer ici. Donc, l'intérêt de ces techniques, c'est vraiment de pouvoir emmener, transporter beaucoup de choses hein, dans des tout petits volumes. Donc là, je suis venu en train avec une valise et le sac en papier que vous avez au pied, là, il contenait tout ça encore beaucoup plus compressé, plus des modèles qui sont là-bas. Donc, c'est ce que fait la nature, c'est effectivement de concentrer de très grandes surfaces dans des tout petits volumes. Hein. Donc, voilà, ici, dans ce petit paquet, j'ai encore pas mal de choses. Donc, un des modèles fondateurs de ces techniques, ça a été de la création de ce champignon, ici, qui est fait donc dans une seule feuille de papier. Vous voyez à l'écran qu'on a pu agrandir ça déjà il y a quelques années avec des surfaces de papier très grandes. Depuis, on a même été encore plus loin avec moins de matières premières. C'est-à-dire que là, on est dans des poids quand même très, très limites. Alors, je voulais faire passer les modèles, mais on m'a dit que ce n'était pas possible pendant la plénière. Vous pourrez nous rejoindre sur le stand si vous voulez manipuler des choses. Donc, ce n'est pas seulement un modèle de champignon, mais l'ensemble des formes, des carpophores des champignons qu'on peut reproduire de cette façon-là. Alors, je vais lire un petit peu parce que en fait, c'est l'invention du parapluie. On peut dire que c'est les champignons. Hein, c'est le premier parapluie du monde. Le chapeau des champignons en fait, présente des surfaces multipliées, alvéoles, plis, lamelles, qui ont pour rôle d'augmenter la surface de ces organes de reproduction et leur chance de pérenniser l'espèce, en permettant la maturation des spores qui sont produites en grande quantité, en quantité prodigieuse, même chez nombre d'espèces. Donc ce sont des formes très très efficaces, avec des formes comme ça. Donc voilà, je vais avancer en diapo. Alors on peut multiplier ces motifs, puisque celui-ci il est à partir d'un motif rayonnant extrêmement simple. Mais on va pouvoir, comme vous avez ici à l'écran, répéter ce motif sur des structures, des surfaces, et donc concentrer des grands modèles. Hein. On va passer devant la table, ce sera plus facile, et au milieu de la salle. Alors, tu vas lever les bras un petit peu, recule-toi un peu, ça fait au public derrière. Là, ici. Donc là, c'est une surface qui fait 2 mètres par 2. On a un effet élastique. Merci. Et on va pouvoir le concentrer dans différentes formes comme ça qui vont évoquer la nature. Ce que vous avez à l'écran, c'est la même chose, mais avec un papier beaucoup plus fin. Ça, c'est du papier de cuisson. C'est 40 grammes au mètre carré. Là, c'est un papier qui fait 5 grammes au mètre carré, un papier de Japon, donc très léger. Et ça permet donc d'obtenir plus le papier est fin, plus on va pouvoir faire des structures complexes et des surfaces multipliées. Donc, multiplier, c'est un mot qui veut dire plier plusieurs fois, en français, mais dans d'autres langues. Donc, je l'ai pris au sens strict. Et on va pouvoir multiplier donc, des formes plus ou moins complexes. Hein.
pour créer des surfaces d'échange intéressantes. Alors en voici une un petit peu plus avancée. Vous avez sa forme compressée qui va être un corail branché comme ça. Et l'image à côté, c'est la membrane dépliée. Alors je ne sais pas pourquoi elle n'est pas cadrée tout à fait comme il faut. Bon, ça fait rien, on a eu des problèmes sur cette image. Vous pourrez aussi la voir d'autres exemples de structures très complexes en visitant le stand. Donc, voilà, quelques autres exemples. Ici, c'est l'effet mémoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu qu'ils sont complètement élastiques. On va pouvoir, avec d'autres matériaux, voir comment on peut optimiser un petit peu tout ça. C'est la même structure que vous avez vu avant le pliage du corail qui est en train de se compresser. Donc, j'ai pris ces deux images pour montrer aussi que la capture de la lumière est très intéressante avec ces structures, puisqu'on va, avec simplement, là, c'est même pas des filtres chimiques, c'est juste une feuille de papier de couleur, c'est du papier blanc qui est dessous. Et donc, on va avoir des effets lumineux qui sont intéressants, plus la résolution va être fine. C'est également là fait avec un papier extrêmement fin. Alors, on va avancer encore. Donc ici, là, je vais avoir besoin du micro. On peut aussi générer des structures gonflables avec, à partir de ce système, ici. Vous avez des motifs qui font penser vraiment, alors on a des mouvements. Donc je parlerai plus longuement de ce matériau qu'on utilise qui fait 12 microns d'épaisseur. Donc on a des propriétés, on peut faire encore beaucoup plus léger qu'avec le papier et on est étanche et tout un tas de domaines différents. Donc l'idée, ça va vous a fait penser peut-être à des méduses, mais aussi des capsules de graines. Ce sont des formes qu'on retrouve dans différents domaines du vivant. Et ça nous intéresse. Je reviens à nos extraits d'abri. Tout ça, c'est des enveloppes qui protègent différentes choses. On va repasser devant avec Victor. Ici, on va avoir la place. On va bien lever les bras. Il faut que, par rapport aux gens qui sont sur le côté, mets-toi de ce côté de la table. C'est mieux au centre de l'écran. Recule que tout le monde voit bien. Lève bien les bras. Voilà. Donc, vous voyez aussi le... Oui, excusez-moi. Oui. Vous voyez aussi la possibilité de mémoire aussi autour de ces objets. Et donc, on pourrait effectivement concevoir des abris autour de ça. C'est-à-dire, si on ancre ces points au sol, on va avoir un dôme et conçu. Tout ça étant repliable. Et donc, on peut créer différentes tensions avec des systèmes de tenségrité en tendant des choses, si je tiens des points à certains endroits, pour avoir tout ça. Donc, voilà, c'est une des applications. Vous avez vu aussi que le schéma de construction est extrêmement simple. C'est un carré plié en 8 par les diagonales et les choses. Et donc, c'est 8 fois le même motif qui est simplement copié côte à côte dans un carré. Donc, extrêmement simple aussi, avec des résultats très, très complexes. Oups, il ne faut pas glisser, il y en a un peu beaucoup ici. Alors, on va avancer un petit peu. Oui, alors c'est celle-là qui ne devait pas y être deux fois. Alors, dans ce domaine, on a fait quelques expériences déjà depuis quelques années à grande échelle. Vous voyez ici des abris biodégradables qui sont donc faits en papier. Vous avez les chiffres, donc je ne vous les répète pas, ici sur des poids qui sont vraiment ridicules par rapport aux surfaces. Ce sont des structures qui ont été installées pendant environ 6 mois en extérieur. Et l'idée, c'était qu'elles pouvaient rester sur place et s'autodétruire en quelque sorte. C'est-à-dire que là, c'est que des vernis naturels et des choses comme ça. Il y a des besoins pour ça. Malheureusement, vous avez entendu parler des urgences internationales dans différents domaines. Donc les abris existants aujourd'hui, c'est un problème de les emmener parce qu'ils sont lourds et peu confortables. C'est un problème de les ramener parce que ça coûte aussi cher. Donc l'idée de faire des choses qui pourraient être comme ça,
voilà, simplement laissés sur place et avec des poids très légers. Hein. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, on pourra aller un petit peu plus loin que ça et je vais montrer comment on peut faire ensuite des choses un peu plus durables. Voilà, une autre expérience un peu plus intéressante. Il y a eu une exposition qui s'appelait Cabane à la Cité des Sciences pendant 2 ans, juste avant le confinement, qui a accueilli 220 000 enfants dans une caverne en papier, comme ça, pendant une année complète. Alors, ça a l'air d'être un peu différent, mais les cavernes sont nos premiers abris. Et si on regarde ce qui se passe dans la pierre, en fait, avec les mouvements, les drapés, les choses comme ça, ce sont aussi des plis qui se font sur des millions d'années. Et vous avez ces motifs qui sont parfaitement simulables aussi, comme vous avez quelques exemples ici. Des stalactites, des stalagmites, les différentes formes de concrétion peuvent se simuler par des systèmes de pliage, froissage, de façon aussi réaliste. Alors, voilà, on va terminer là-dessus, on va y rester un petit peu, parce que j'ai amené pas mal d'objets ici qui permettent de voir ça. Ensuite, ceux que ça intéresse, j'ai plein d'autres exemples qui peuvent montrer aussi des choses d'une très grande complexité. Voilà par exemple un autre corail, c'est aussi une seule feuille, sans découpe, sans collage, avec simplement un motif géométrique plus complexe au départ. Alors peut-être c'est pas très clair pour tout le monde, tu vas tenir ça aussi comme ça. Oui. Au départ, voilà, je vais avoir une feuille tout à fait ordinaire comme ça, ici, et en la pliant, là ici elle est pliée selon un schéma un peu particulier, mais je vais pouvoir froisser en des points particuliers, déplier et créer ces cellules alvéoles. Donc le schéma de construction qui peut être très complexe, ça peut être ici on va en déplier un qui est intéressant ici aussi. Voilà. Si je le prends dans l'autre sens, on va retrouver par exemple un capitule d'artichaut. On peut aussi les faire tourner en spirale. Alors, une chose intéressante aussi, c'est de savoir que les constructions se font uniquement par pliage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul, ou plutôt le calcul se fait par pliage. Donc, on peut construire des motifs, des courbes, des suites de Fibonacci en utilisant simplement des séquences de pliage. Ensuite, on les valide avec des recherches scientifiques. On peut effectivement aller plus loin dans la théorie. On y travaille également au CRIMP et avec Plifaltech. Alors, on va peut-être montrer quelques objets en grand avec des effets mémoire plus impressionnants. Et ensuite, on passera aux questions. Alors, on va commencer par celui-là. On va enlever simplement des élastiques, très simples. Alors, on recherche, voilà, c'est un petit peu le but aussi de cette présentation aujourd'hui. Voilà, on est en train de mettre au point un banc de froissage mécanisé, parce que là, tout ça, pour l'instant, c'est fait à la main et ça demande évidemment beaucoup d'énergie. Mais les technologies de mise en forme sont tout à fait à portée de main pour travailler des grandes surfaces en se plaçant dessus là. Je crois qu'il y en avait moins de fils, moins d'élastique. Donc tu avais raison, Victor, il aurait fallu enlever les élastiques avant. Bon. Alors ça vous montre que l'emballage peut être un peu... Donc, ça permet aussi, quand il est tendu comme ça, de monter à des très grandes hauteurs, simplement en assurant des compressions. Là, j'avais un peu chargé sur les modèles. C'est le dernier. C'est bon. Il y en a encore un. Alors, on peut aller plus vite aussi. C'est des élastiques, c'est quand même... Alors, vas-y, Alors, attends, on va peut-être retirer un peu grand. Tu vas le tirer en tension très très forte ici. On va y aller comme ça, déjà pour montrer un petit peu la résistance. Je vais lui redonner un petit coup de froissage pour effacer les structures. Il y a des phénomènes aussi de gonflement qui sont intéressants, qui pourraient être exploités à la lumière de ce que vous avez pu voir à l'écran. On va l'ouvrir ici comme ça.
Alors, tiens le droit, peut-être qu'on voit un petit peu l'élasticité ici. Alors, on peut vraiment tirer très fort et on va le... Alors, reste écarté, on va le secouer pour montrer... Donc, voilà, on voit que ça peut subir des forces extrêmement grandes tout en gardant ici le phénomène élastique. Donc, j'ai mené une expérience depuis 2 ans dans mon jardin. L'idée, c'est de créer des abris qui soient une serre ouverte en quelque sorte, donc ultra légère, puisque là, on a des poids qui sont ridiculement petits, qui fait que, par exemple, certaines variétés de plantes, comme les tomates, sont très sensibles à l'humidité. Cette année, la récolte a été réduite quasiment à néant dans toutes les régions de France parce que le climat n'allait pas. Si elles ne se mouillent pas, elles n'attrapent pas les champignons qui se développent dessus. Donc ça se comprend puisque l'origine de la tomate, c'est au Pérou, et à Lima, par exemple, il ne pleut jamais. C'est-à-dire qu'on a un degré d'humidité constante, mais il n'y a pas de précipitation. Donc pour beaucoup de pathogènes qui se développent via les champignons en fin de saison, ça permettrait de prolonger les récoltes en laissant les champs ouverts. Donc j'ai fait ça avec des systèmes de parapluies, des dômes, des choses comme ça. Et effectivement, j'ai pu prolonger mes récoltes très longtemps sans que les mildious et autres pathogènes s'installent. Donc l'idée, c'est vraiment aussi, avec la réflexion de la lumière aussi que ce matériau propose, c'est qu'on va augmenter la luminosité. Le fait que ça bouge avec aussi les mouvements, puisque là, vous avez vu qu'on peut secouer très fort, ça va favoriser en fait des bulles d'air chaud, des courants de convection qui vont ventiler. Donc ventilation, vous savez ce que c'est depuis le confinement et tout ça. Donc là, l'idée, c'est de déconfiner en fait les cultures, puisque dans une serre, c'est évidemment un système très efficace, mais qui est très très sensible aux pathogènes et à des tas de choses. Donc il suppose des installations aujourd'hui extrêmement sophistiquées pour se prémunir justement des problèmes de confinement des cultures. Donc là, voilà, sur une pente bien exposée, effectivement, on va arriver à créer des microclimats et de faire ça d'une façon aussi modulaire, c'est-à-dire de ne pas être sur quelque chose de définitif, mais du fait que ce sont des structures extrêmement légères, on va pouvoir modifier l'environnement en fonction des cultures qu'on fait. Voilà, c'est un petit peu la philosophie très souple qu'on essaye de développer avec ça. Je vais donner peut-être la parole à Victor, qui va vous montrer peut-être sur des abris un peu plus complexes, et il va vous parler de tenségrité. Je te tiens le micro ou tu veux, parce que si tu manipules tes modèles, non. Non. Bon, désolé pour mon français, je n'ai pas au point, mais bon. Je voulais expliquer le concept de tenségrité. C'est une caractéristique des structures naturelles qui à travers les tensions et la compression de ces éléments, se retrouve à une intégrité. Notre squelette, par exemple, et tous les squelettes sont des structures en tenségrité. Les os ne se touchent pas les uns les autres. C'est simplement les équilibres entre les os qui travaillent en compression et les tendons et les muscles qui travaillent en tension qui feront cette structure stable. Je vais vous montrer un petit exemple d'une structure qui apparemment est pas stable, qu'on ne peut pas définir correctement, mais que si on applique une certaine tension sans utiliser de colle, ni de vis, ni des écrous, ni de rien, on obtient une structure en tenségrité. Donc une structure stable et rigide qu'on peut utiliser avec des différents domaines. Par exemple, aussi, on peut avoir une structure comme celle-ci, un petit abri qui peut voyager froissé et qu'on peut déployer au moment donné pour installer rapidement et désinstaller rapidement dans les places qu'ils ont besoin. Associé à tout ça, effectivement, le matériau que vous avez proposé est très bien. Donc, j'ai fait des essais dans mon jardin à grandeur réelle avec des mâts en bambou de 6 mètres de long. On peut faire même beaucoup plus grand en bambou. On a des choses comme ça qui peuvent être donc, voilà, c'est des matériaux qu'on peut retrouver un petit peu partout, qui permettent d'imaginer des structures à grande échelle. Moi, mon jardin, il fait 1000 mètres carrés, donc je prévois, dans l'expérience qui vient, d'avoir un maillage comme ça de mâts et de fils qui permettrait d'abriter différentes parties en fonction des besoins, en s'accrochant par exemple un petit peu aux arbres, mais aussi de façon complètement libre. C'est-à-dire que si c'est tendu comme il faut, les mâts ne sont pas plantés dans le sol. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger, descendre, monter, faire descendre, monter une vigne par exemple en hauteur, la faire descendre pour la tailler et la remonter, voilà, pour la tailler, pour des tas de choses comme ça.
voilà un petit peu les idées qui sont derrière. Et très directement, on va trouver bien sûr ces motifs euh, de multiplier. On va les trouver à toutes les échelles dans le vivant. Hein. Pas seulement dans le vivant, également chez les minéraux, par exemple. Vous allez retrouver à toutes les échelles de la matière des structures qui sont organisées comme ça, on peut dire froissées, hein, puisque c'est ce qui va permettre d'avoir les plus grandes surfaces concentrées. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Peut-être on garde quelques questions parmi l'assistance. Oui. Moi, c'était une chose pratico-pratique. Par exemple, pour plier un abri comme ça, vous le faites à la main. Ça prend combien de temps? Je suis tenté de dire un certain temps. Bon, là, sur ce matériau, ça a été particulièrement difficile parce que ça ne se plie pas comme du papier. Donc avec le papier, maintenant, on a des méthodes. On mouille le papier, par exemple, on va pouvoir accélérer le processus. Ça se passe quand même actuellement, artisanalement, on va dire, ça se fait par cycle répété. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir, fermer de nombreuses fois le modèle, recommencer. Et plus on le fait, plus on va avoir un réseau qui va être dense et fin. Donc il faut répéter ces cycles d'ouverture et de fermeture assez longtemps. Il y a d'autres pistes qui sont envisageables avec à chaud, par exemple, ou avec des différents systèmes mécaniques qu'on a déjà imaginés avec différentes équipes universitaires. Donc là, c'est plus qu'une question, on va dire, de moyens. Donc on cherche activement des gens intéressés pour adapter probablement des techniques existantes, hein, pour fabriquer en grand tout ça. Là, effectivement, à grande échelle, ça peut être très long. Moi, dans mon expérience, je travaille dans le domaine du packaging et de produits de cellulose en carton. Je fais des meubles et des décorations. Donc aussi, il y a beaucoup de machinerie, des usines de packaging qui peuvent s'adapter à fabriquer ce genre de produits. Le carton ondulé, c'est pratiquement le même principe, mais à une autre échelle. Donc vraiment, on peut chercher dans les usines de packaging des adaptations pour trouver une matière qui ressemble à ce qu'on est en train de présenter. Alors, peut-être les derniers modèles sur lesquels on travaille sont faits à partir d'un matériau unique que je vous ai présenté ici, c'est-à-dire que c'est du froissage qui est parallèle au film, donc très facile à produire, et il y a énormément de possibilités rien que sur ce motif-là. On définit en froissage classique, c'est Paul Jackson qui l'a fait il y a déjà une vingtaine d'années. Il y a 3 grands froissages parallèles, c'est-à-dire comme du papier crépon, rayonnant à partir du centre et aléatoire en boule, comme quand vous froissez une feuille de papier plusieurs fois. En sachant que le froissage parallèle est un cas particulier du froissage rayonnant, puisque c'est un froissage rayonnant avec son point origine à l'infini. Hein. Donc en fait, on réduit, voilà le langage très simple. J'ai montré un autre petit exemple ici, justement pour voir une application qui pourrait être envisagée pour des drones, par exemple, des systèmes d'ailes, hein, ou de voiles, comme on a vu ici à côté. Victor a fait un essai aussi de tension qui est très convaincant là sur le stand. Donc ici, ben voilà, on pourrait multiplier ces choses-là. On peut aussi structurer avec des nervures, donc je n'ai pas parlé ici, mais on peut avoir un réseau de nervures qui sont similaires à ceux des feuilles ou des ailes d'insectes, qui vont rigidifier la feuille. On peut contrôler ce réseau et donc contrôler le contour et les tensions. Là, ici, pour le principe le plus simple, où là, vous avez une image assez claire par concentration de la moitié de ailes de papillon ou de sauterelle. Et en fait, c'est simplement un bout de mylar qui est froissé parallèlement, pincé, plié en deux. Voilà. Donc après, le reste, c'est de la littérature, quoi. Vous avez vu les exemples d'objets qu'on peut obtenir autour de ça. Donc voilà, simple ne veut pas dire facile, mais disons qu'on est sur des systèmes extrêmement simples. Donc j'essaye d'appliquer, là j'ai appris ça récemment, je ne sais plus si c'est les informaticiens qui dans leur recherche, utilisent le concept KISS, donc, qui veut dire Keep it simple, stupid. Et donc là, c'est vraiment un matériau qui est... alors aussi, il est non statique, non acide, il a un pH neutre, donc il est recyclable et il peut être très très durable. Hein. Voilà, c'est utilisé aussi, c'est un isolant électrique dans les composants. Donc là, ça c'est du 12 microns, mais il existe aussi jusqu'à un demi-micron d'épaisseur. Donc là, on peut s'affranchir de la contrainte de l'épaisseur.
quasiment. On est proche du zéro. Et donc, plus on est fin dans ce genre de démarche, plus on va pouvoir faire des formes complexes qui s'approchent, qui semblent résonner, en tout cas, très très fortement avec les modèles naturels. Oui. L'exemple là que vous venez de prendre, oui. Lorsque vous la dépliez complètement, non, enfin, sous sa forme d'aile, pardonnez-moi. Vous avez un petit exemple de ce qu'on peut faire, ça calme aussi. Ça, je vous déconseille pendant les réunions ennuyeuses. Non, ça n'arrive jamais dans les réunions. Le travail est toujours passionnant. Mais vous pouvez faire la même chose par exemple, des serviettes en papier, c'est parfaitement silencieux dans les situations. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois quand elle est bien dépliée, elle perd totalement sa force ou sa résistance, non? Alors, non, alors ici, celui-là, il n'est pas froissé assez. Vous avez vu tout à l'heure, quand on répète ce froissage vraiment longtemps, il n'y a pas longtemps qu'il est fait, celui-là, c'est pour ça, vous avez un effet mémoire quasiment permanent. Oui, mais, pardonnez-moi, je m'exprime mal, mais lorsque vous l'utilisez comme une aile d'insecte, oui. D'accord? Mais pour ça, vous la dépliez. Enfin, vous la dépliez là. Ah ben, pas forcément complètement. Hein, voilà, et quand elle est complètement dépliée, j'imagine qu'elle perd beaucoup de sa résistance, non? Oui, alors là, c'est l'exemple vraiment, on va dire, archaïque. Très, très basique pour comprendre comment on peut imaginer ce genre de choses. Ensuite, on va justement, si on ajoute un réseau de nervures, comme il existe chez les vrais insectes, on va avoir un contour qui va être également déterminé, et des tensions qui vont non seulement équilibrer, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir quelque chose de plat. C'est-à-dire que les nervures vont aussi générer une structure. Hein. Alors, ceci dit, c'est une question de niveau d'évolution. C'est-à-dire que, par exemple, chez certaines sauterelles, vous avez des systèmes de pliage d'ailes qui sont vraiment des accordéons, comme ça, tout simple, sur les ailes antérieures. Il y a très peu nervurés. C'est le cas aussi sur les feuilles des arbres. Par exemple, le ginkgo, c'est un schéma de nervure qui est extrêmement basique, qui est un éventail, en fait. Après, plus on va vers l'évolution, plus vous avez des réseaux, alors qu'on peut simuler également. Hein, vous avez vu les... ouais. Je ponctualise un petit détail. Quand vous disiez qu'on déploie l'aile, je pense que vous disiez quelque chose comme ça, mais c'est jamais tout à fait déployé. Il y a tout le temps des nervures au centre qui partent vers l'extérieur et qui forment des triangles qui sont résistants. Bien sûr. Et le fait, justement, ça rejoint un peu la tenségrité, c'est que si c'est ici noué ici en un point, voilà, important, si c'est calé ici, si c'est fixé, le truc, je peux le secouer, il revient quand même, il va pouvoir subir des mouvements très importants, même en grand, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Oui. On va devoir faire le changement pour la prochaine séance. Vous pouvez Oui. poser vos questions à Vincent à l'extérieur ou alors sur son stand. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de questions, mais donc on est là, on est 3 sur place. On peut aussi s'isoler peut-être pour distanciation, tout ça c'est un peu compliqué, mais Voilà, merci, pas de souci. Voilà, on remballe tout ça. Voilà, on va faire le changement. Merci à vous de votre attention.